Et bonsoir à tous, bienvenue pour Bonsoir. ce premier épisode avec invité. Bonsoir Zalom, Bonsoir Arthur. comment va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Et bonsoir Valent qui m'accompagne aujourd'hui. Enchanté, bonsoir. Comment vas-tu? Mais ça va super et toi? Ça va, ça va, ça va bien. Bon, tout le monde devrait arriver au fur et à mesure. Aujourd'hui, un peu particulier pour ceux qui ont été présents lors des premiers épisodes, on va dire épisodes pilotes, que vous avez pu d'ailleurs peut-être déjà retrouver sous forme de podcast. Aujourd'hui, on va un peu plus loin pour le live. On est bien sûr, comme d'habitude, sur Discord, en stage, sur le serveur /fr, mais aujourd'hui, en plus, sur YouTube, en direct. Donc peut-être que des gens vont nous voir sur YouTube. Si vous nous écoutez depuis YouTube, eh ben, bonsoir, bienvenue. Si jamais vous avez envie d'interagir avec nous, il sera bien sûr plus simple de rejoindre le Discord. On lancera peut-être certains sondages et on répondra à certaines questions. Donc voilà, le message est passé. Si vous êtes d'humeur à échanger, rejoignez-nous sur Discord. Je pense que, en bonne et due forme, la première chose à faire, c'est de présenter notre invité, Valent, donc administrateur de Wolfie. Valent, je te laisse te présenter. Que fais-tu chez Wolfie? Qui es-tu? Dis-nous tout. OK, donc je m'appelle Valentin, j'ai 23 ans, et sur Wolfie, je m'occupe majoritairement de la partie, modération, donc c'est-à-dire, des recrutements jusqu'à la mise en place de systèmes qui vont, pour la modération, et aussi de toute la partie communautaire de Wolfie, donc pas, en tant que community manager à faire des posts sur les réseaux, mais plus, on va dire, faire le pont entre, le jeu et la communauté. Et aussi à côté de ça, en prime, on va dire, je fais aussi, on va dire, de la production de vidéos sur YouTube, donc différents youtubeurs, et plus occasionnellement, pour ceux qui connaissent peut-être la construction sur Minecraft. C'est un peu plus aléatoire, mais ça fonctionne. Ok, multicasquette, mine de rien. Mmh. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas Wolfie, alors je pense qu'ils sont peut-être pas nombreux ici dans l'audience. Mais est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est? Wolfie, c'est simple, c'est, le jeu du loup-garou, auquel je pense quasiment tout le monde a joué, mais adapté en ligne, que ça soit sur web ou sur mobile. Ok. Bon, je pense qu'on est nombreux à connaître, hein. On est probablement nombreux à avoir fait des loups-garous et probablement nombreux sur Wolfie. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Dans une première partie, on va parler des tags de serveurs qui sont arrivés déjà il y a déjà plus d'un mois. Certains ont peut-être vu, hein, on avait écrit un article. Et donc là, aujourd'hui, on commence à pouvoir un peu, je pense, et regarder les résultats ou non des tags, l'usage que vous en avez eu et aussi forcément l'impact que ça a eu ou non, quoi. Et en deuxième partie, on parlera d'un deuxième sujet qui sera encore plus intéressant, plus ouvert. On va se poser des questions sur la gestion de volontaires dans des projets, pour le coup, lucratifs. Vous êtes probablement nombreux ici à faire partie ou à avoir fait partie de projets comme /fr ou DFR, mais on se pose des questions sur comment on peut gérer et équilibrer quand ça se retrouve avec des projets qui font de l'argent. Donc ça sera la deuxième partie du stage, mais on va commencer tout de suite avec les tags. Et du coup, je vais te lancer, Zalom, sur finalement, c'est quoi les tags sur Discord? Notre premier sujet, les tags de serveur. Je pense qu'on va pouvoir vous envoyer déjà l'article qu'on a fait dans le chat sur les tags. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est les tags, c'est une petite étiquette qui se trouve juste à côté du pseudo d'un utilisateur. Il est visible à la fois dans le chat et à la fois dans la liste des membres sur la droite et aussi dans les DM. Il y a maximum 4 caractères dans un tag et un petit icône que le serveur peut choisir. Donc c'est super cool, ça permet de représenter le serveur, de donner de la visibilité à celui-ci, puisque quand on clique sur le tag, on a accès au profil du serveur et on peut directement le rejoindre si celui-ci est dans le Discovery. Et ça a énormément d'avantages pour un serveur, le sentiment d'appartenance notamment, mais surtout, ça sert à faire quelque chose qui n'existe absolument pas sur Discord, une manière organique de découvrir des serveurs Discord. C'est un truc qui n'existait pas jusqu'ici, on avait le Discovery notamment, de Discord, on avait les liens dans les profils, dans les statuts, et les top serveurs externes comme Disboard ou Discord Invite ou d'autres. Aujourd'hui, les tags, ils implémentent vraiment un tout nouveau écosystème où, de manière complètement naturelle, on peut découvrir un nouveau serveur puisqu'on a été intéressé par ce que quelqu'un a dit dans le chat, par sa pertinence, son débat, et rejoindre le serveur qu'il représente.
Oui, On c'est-à-dire que va là peut-être où il y a une grosse différence finalement avec le Discovery ou les listes de serveurs externes, c'est que ça nous tombe dessus dans un chat parce que le tag est visible. Pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui ne verraient pas, qui n'auraient pas encore croisé sur Discord, c'est visible à côté du pseudo. Donc il nous tombe dessus véritablement de façon organique. Là où le Discovery, il faut avoir envie, il faut aller le chercher en fait. Donc c'est un peu une révolution sur Discord et je pense que la majorité des marques ou des communautés qui se créent ont cette difficulté à exister et à se faire connaître. Euh, les gens sont obligés de fouiner par eux-mêmes. Les tags donnent un peu un nouveau souffle pour ça. Euh, J'y pense d'ailleurs, mais on avait lancé un sondage à ce sujet, euh, sur le sujet du Discovery. On l'avait lancé ça sur DFR. Vous avez été nombreux à répondre. Et au final, on s'était demandé en fait à quel point le Discovery était utilisé ou non. Nous, sur les serveurs qu'on a l'occasion d'administrer, on voit très peu de personnes qui nous rejoignent depuis le Discovery. Donc on s'est donc posé la question, est-ce que des gens utilisent le Discovery? Et donc pour ceux qui nous écoutent en audio, au final, les gens ont répondu qu'ils utilisaient régulièrement le Discovery à 13%, que ça leur était déjà arrivé à 38%, 31% n'ont simplement jamais utilisé le Discovery, et pire que ça, 19% ont répondu qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc Discord a tenté par le Discovery de proposer une porte d'entrée à des serveurs, en précisant que seules les communautés de plus de 1000 membres respectant un certain nombre de prérequis peuvent rentrer dans cette liste. Bon, malgré tout, il y a quand même une part significative des utilisateurs qui soit ne le connaissent pas, soit l'utilisent pas, quoi. Donc je pense qu'il y a un usage énorme des listes externes, Disboard, Top.gg et j'en passe. Toi, Valence, sur Wolfie, vous êtes inscrit en Discovery et vous avez un peu d'utilisateurs qui rejoignent par le Discovery, malgré que, je l'imagine, la majorité des utilisateurs viennent directement du jeu. La majorité de nos utilisateurs Discord viennent forcément des liens qu'on propose sur Wolfie ou même sur Instagram, enfin nos différents réseaux. Via le Discovery, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup de bots qui nous rejoignent. Mais sinon, c'est une minorité d'anglophones principalement qui nous rejoignent via ça. Ah oui, C'est super en fait, intéressant. vous vous retrouvez avec une demande, enfin, ça vous demande de modérer en fait les gens qui reviennent par le Discovery. Vous avez plus de bots à venir du Discovery que depuis directement votre jeu. Oui, bah, il n'y a pas beaucoup de bots qui rejoignent via les liens qu'on met en avant. Très souvent, c'est via notre le lien personnalisé, qui est un peu un terme, on va dire, général et très utilisé. Wolfie, c'est quelque chose qui est utilisé partout depuis longtemps pour des pseudos, des noms de Ouais. jeux, d'équipes, etc. Donc on a beaucoup de gens qui nous rejoignent et qui n'ont aucun rapport, on va dire, avec le jeu. Euh, Sinon, c'est le Discovery, c'est beaucoup de bots qui essayent tant bien que mal de faire la publicité de différents scams. Sinon, ouais, des joueurs qui, pour le coup, sont legit et cherchent à apprendre, chercher en fait un jeu pour jouer avec leurs amis et tombent sur Wolfie et essayent de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Sacha dans le Donc, chat nous rappelle qu'il y a un autre truc qui existe. Effectivement, encore moins de gens doivent le connaître, mais les fameuses pages web qui globalement permettent de personnaliser une page qui est présente et référençable dans Google, qui décrit un peu un serveur Discord. Et je pense qu'en vrai, aujourd'hui, oui, la majorité des gens rejoignent depuis Google, depuis des recherches Google ou depuis des listes de serveurs. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, mais très souvent, les invitations sortent bien avant les pages web de serveurs. Donc ça montre que Discord a peut-être un peu raté son référencement sur le sujet. Puis en termes de référencement d'invitation, on pourra en parler pendant des heures, mais il y a effectivement des problèmes. Preuve par les chiffres, que ce soit les différents administrateurs avec qui on peut discuter. Wolfie ont le même type de résultats. Le Discovery marche pas très bien. Donc Discord est allé un peu plus loin. Il y avait eu une première étape d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu une première étape où ils ont commencé à proposer, si on est inscrit dans le Discovery, une petite carte de serveur sur les emojis. Donc si un serveur discoverable a des emojis et que les emojis se retrouvent utilisés dans d'autres communautés au sein de Discord, en cliquant sur l'emoji, ça peut faire la pub d'un serveur. C'est assez marginal, c'est extrêmement marginal. On pourrait peut-être un jour faire un sondage sur le sujet. Avez-vous déjà rejoint un serveur pour ces emojis? Mais donc ils ont dû chercher une autre solution et nous ont proposé donc les tags. Et de la même manière, on vous avait interrogé sur l'usage des tags. Et donc là, on vous avait demandé à quel point vous aviez déjà ou non rejoint un serveur depuis un tag. 8% ont répondu que ça leur arrivait régulièrement.
44%, ça leur est déjà arrivé au moins une fois. 40% n'ont jamais rejoint un serveur depuis un tag. Et puis 8% ne savent pas encore à quoi ça correspond. Bon, je pense que ces 8% sont dans des serveurs de type grotte, parce que bon, on croise quand même de plus en plus de personnes avec des tags sur leur profil, et ça se voit dans le chat. Mais donc c'est beaucoup plus, on va dire, visible que le discovery, qu'il faut aller chercher un petit peu dans ces paramètres. C'est un sondage qui date d'il y a 2 mois quand même. C'était quelques mois après la sortie des tags, mais ça restait encore assez marginal. Il y a eu une hype de la part des méta Discord, mais ça s'est développé par la suite pour les gens qui étaient moins méta. Par contre, du coup, là, on observe quand même que entre ces deux sondages, les réponses sont un peu équivalentes. Vous êtes assez peu à l'utiliser régulièrement. En fait, c'est kiff-kiff. Hein. D'ailleurs, on avait fait les stats juste avant pour pouvoir s'en rendre compte. Mais en fait, c'est même impressionnant, mais il y a plus de gens qui soit n'utilisent pas, soit ne connaissent pas le Discovery, que de gens qui n'utilisent pas ou ne connaissent pas les tags. Donc les tags, on le voit, a un impact plus important que le Discovery. C'est normal en même temps, vu que le Discovery est caché en bas à gauche. Mais c'est assez marrant de voir qu'au moins ça a fonctionné. Pour ceux qui le souhaitent, on peut se poser la question, quel est votre avis sur les tags? Si vous nous écoutez depuis YouTube, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. C'est discord.gg/fr pour répondre au sondage. Que pensez-vous des tags? Est-ce que vous trouvez ça joli sur un profil? Est-ce que vous l'utilisez parce que ça embellit votre profil? Ça permet de montrer votre appartenance, de compléter un peu votre style, votre thème. Vous pouvez bien sûr répondre à plusieurs de ces réponses, hein, c'est à choix multiples. Vous n'arrivez pas à choisir un tag qui correspond justement à votre profil, vous n'avez pas encore trouvé le serveur, la perle rare qui vous correspondrait. Dans ce cas-là, faites-le. Faites ce serveur qui n'existe pas encore. Néanmoins, on en reparlera, mais il vous faut des boosts pour activer ce tag et l'avoir sur votre serveur. Vous l'utilisez pour faire la pub de votre propre serveur. Je pense que c'est probablement le cas de pas mal de gens ici, hein, qui sont plutôt méta. Que vous considérez ça comme de la pub, véritablement, et rien d'autre, et donc peut-être même vous évitez de finir et de ressembler à un panneau publicitaire. Et est-ce que vous-même, peut-être en tant que modérateur ou gestionnaire de serveur, vous en êtes à un point où si vous pouviez ne pas l'afficher ou le cacher, vous le feriez? On sait que beaucoup de serveurs modèrent encore aujourd'hui les statuts des membres qui peut-être affichent des invitations de serveurs. C'est un truc qui se fait dans certaines communautés qui veulent vraiment rester un peu puristes, neutres. Voilà, on vous laisse répondre, on va pouvoir en discuter ensemble. À savoir que l'automode de Discord modère à la fois les pseudos et à la fois les tags. Donc vous pouvez quand même bloquer certains mots-clés des tags, mais c'est vrai qu'on peut pas du tout interdire les tags sur un serveur pour le moment. Peut-être qu'ils le feront plus tard. Même si c'est pas dans leur intérêt, on verra après pourquoi. Je me pose la question, tu pourras peut-être répondre, Zalom. Est-ce qu'un bot peut savoir quand quelqu'un a un tag sur son profil? Oui. Bon, donc ça veut dire que quelqu'un d'un peu extrême pourrait imposer cette règle et dire bah non, désolé, t'as pas accès à mon serveur parce que t'as un tag. Ce serait contraignant dans les deux sens, je pense. Je pense aussi. Alors, il faudrait en fait que Discord permette de cacher au sein d'un serveur l'affichage des tags ou peut-être même des profils des gens, je sais pas, mais je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Mais à ce moment-là, ça devrait être dans les deux sens, je pense. Un serveur qui fait ça pourrait pas avoir de tag lui-même. Ah oui, il serait complètement bloqué d'accord. cette fonctionnalité. Oui, parce que oui, complètement. C'est bilatéral. Je pense qu'on a eu assez de votes. On peut Ouais, exploiter tout à les fait. résultats. Actuellement, je pense que ça ne changera plus beaucoup. 52% d'entre vous présents lors de ce live, vous trouvez ça joli. Vous l'utilisez pour embellir votre profil. Personne n'a répondu qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur tag parfait. Donc c'est que je pense qu'effectivement, on est suffisamment longtemps après la sortie des tags et toutes les communautés ont maintenant accès aux tags. Donc ça a pu un peu, je pense... il y a de tout, quoi. On peut tout trouver. 27%, 26%, ça bouge un petit peu. Vous l'utilisez pour effectivement faire la pub de votre serveur. 17%, c'est de la pub. Vous êtes OK pour dire que ça sert à faire de la pub. Et 8% d'entre vous êtes pour les retirer sur vos serveurs parce que vous voulez garder des communautés neutres et sans publicité. Et c'est vrai que on le redit, hein, c'est véritablement à côté des pseudos des gens qui discutent dans un chat. Donc c'est assez présent en fait. En un seul clic, on a la description du serveur associé et on peut le rejoindre. Et je précise, on peut le rejoindre si celui-ci est dans le Discovery. Donc il faut n'importe quel serveur peut activer un tag avec des boosts, mais pour que le tag ait le bouton rejoindre le serveur, il faut quand même être discoverable et respecter les prérequis du Discovery. Bon, il y a des solutions simples, hein. Beaucoup, je pense, mettent simplement l'invitation du serveur dans la description. C'est moins accessible pour l'utilisateur, mais ça fonctionne.
Et c'est ce qu'on voit le plus sur les petits serveurs qui sont pas encore discoverables. Euh, Bien que les serveurs tags aient très souvent, au début, avaient d'énormes statistiques, vu que c'était la hype du début des tags et que c'était encore assez restreint, et ils pouvaient se permettre de rentrer dans le discovery. Mais la plupart de ces serveurs tags aujourd'hui n'ont plus les requirements pour être dans le discovery, donc ont perdu cette capacité. Grafman qui demande dans le chat sur /fr comment on modère ou non les tags. Nous, ça nous a posé quelques problèmes. On modère pas les tags, mais on modérait certains caractères spéciaux dans les pseudos. Et l'automode de Discord ne permet pas de distinguer le pseudo du tag. Et là où, selon moi, un pseudo à caractères spéciaux est un peu compliqué pour l'accessibilité, c'est pas terrible. Sans parler des caractères qui permettent de se hisser dans la liste des membres. Un tag, pour moi, c'est moins problématique. On va de 2 à 4 caractères. Des fois, les gens arrivent à faire des petits dessins, des chats, peu importe. Ça, ça nous pose pas véritablement de problème. Donc en fait, on a un peu, ça nous a posé plus de problèmes pour ajuster notre modération sur les pseudos. Mais le tag en lui-même, nous, on est content que ça existe parce que voilà, ça donne enfin cette possibilité de faire quelque chose d'organique dans Discord. Au-delà de ça, on a un gros souci avec les gens qui automatisent ça et qui changent de tag sur leur compte. Très souvent, ces personnes-là ont des tags avec des insultes à l'intérieur ou des caractères spéciaux, ce qui fait que dans nos logs automodes de Discord, on se fait spam toutes les minutes, périodiquement, on a une log, machin, s'est fait bloquer à cause du tag, machin. Et c'est assez... on se retrouve à bannir des gens juste parce qu'ils ont un seul vote. Enfin, juste, j'ai envie de dire, c'est interdit par Discord, donc c'est normal, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on allait pas chercher les gens qui avaient des self votes avant. Là où maintenant, on est un peu... je dirais pas qu'on est contraint, mais on le voit, quoi. Donc il y a des personnes où c'est vraiment visible. Ça peut finir par poser des problèmes sur certains usages. Valent, toi, c'est quoi ta position sur les tags? Tu vois ça comme de la publicité, comme une bonne occasion? C'est quoi ton avis? Pour le coup, j'ai peut-être un avis un peu différent, mais je vois plus ça comme, on va dire, un élément de décoration. Enfin, il n'y a pas de... Du moins, de notre côté, sur Wolfie, il n'y a pas tant de... Comment dire? Tant de découvertes par les tags, même si c'est lié, je crois, dans les stats Au Discovery, oui, tout à fait, ça se au cumule. Discovery. C'est la même chose. Mais il n'y a pas eu tant de personnes qui ont découvert le jeu grâce au tag Wolfie. Je sais qu'à un moment, pour l'anecdote, on a eu une vague de communautés Fury qui nous ont rejoints pour avoir ce tag. Mais c'est quelque chose qui est très niche encore et pas suffisamment intéressant. Enfin, on peut pas se baser sur il nous faut un tag pour faire grossir le projet, faire grossir le serveur. C'est vraiment juste plus un élément pour les gens qui sont déjà sur le serveur, qui connaissent déjà le jeu et qui veulent, on va dire, montrer leur appartenance au jeu ou simplement juste se mettre en avant aussi sur notre serveur avec. Vous proposez des systèmes de récompense si un membre du serveur utilise votre tag, est-ce qu'il gagne un rôle? Est-ce qu'il a des accès? Est-ce qu'il y a une récompense? Actuellement, non du tout. C'est quelque chose qu'on a déjà noté, tout comme aussi pour mettre des récompenses depuis le serveur directement sur le jeu. Mais c'est assez complexe et pour le moment, on n'a pas d'intérêt, on va dire, par rapport à ça. Mais why not? Peut-être un jour, c'est quelque chose qui pourra peut-être se faire. En fait, les tags ont un vrai intérêt, à mon sens. C'est qu'ils sont beaucoup plus forts que de mettre une invitation dans son statut, ce qui était la mode pendant une période. Tout le monde avait l'invitation de son serveur ou de son serveur préféré dans son statut. D'autres en ont beaucoup plus que ça et mettent plein d'invitations dans leur statut, ce qui réduit un peu l'impact de cette pratique. D'autres gens dans la bio. L'avantage du tag, c'est déjà qu'on doit choisir un seul serveur. Donc ça veut dire que ça redonne une dynamique entre les serveurs. Là où à l'époque, les serveurs devaient se battre pour les boosts, aujourd'hui les boosts sont globalement acquis par beaucoup de gens. Maintenant, ils doivent se battre pour que leurs membres les choisissent parmi tous les serveurs qu'ils ont pour mettre leur tag et leur faire une forme de publicité. Même si effectivement, ça n'a pas beaucoup d'impact, à part au début quand les tags étaient très restreints et qu'il y avait très peu de tags. Au final, je dirais que c'est plus une guerre d'influence qu'une guerre de membres. Il suffit que toi, Valent, tu aies parlé sur un serveur et t'aies dit des choses pertinentes à quelqu'un qui l'a touché, qui l'a remarqué.
Et puis, il voit que ton tag c'est Wolfie, bah, il se souviendra de Wolfie. Même s'il n'a pas encore rejoint le projet, c'est un peu de la guerre de visibilité, en fait. Au-delà d'avoir de la jointure. Donc ça donne une espèce d'influence sur Discord, quoi. Sur les autres serveurs. Je me dis aussi que dans le cadre d'un jeu comme Wolfie, bon, il y a le jeu Wolfie, mais il y a derrière le loup-garou que tout le monde connaît. C'est aussi peut-être une occasion de se reconnaître ou de montrer qu'on aime ce jeu et donc qu'on peut peut-être se retrouver sur ce jeu et ça peut en fait lancer des discussions hors serveur, je veux dire. Quelque part d'autre dans une communauté, je croise quelqu'un qui a le tag Wolfie, il dit ah, lui joue au loup-garou, on est en train de discuter dans le chat, peut-être que je vais là-dessus. En fait, ça peut peut-être permettre de démarrer des interactions entre utilisateurs. Ok, je sais pas si dans le chat, je crois que j'avais fait un peu le tour, mais je crois pas qu'il y ait eu d'autres questions. Il y a le sujet de l'interdiction des tags. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser, parce que bah, pour le coup, ça fait de la pub à plein d'autres projets. Donc c'est vrai que le fait de voir plein de gens être des énormes panneaux publicitaires sur son propre serveur, c'est peut-être un peu désagréable. Comme l'époque où beaucoup de staff faisaient la chasse aux sorcières, des gens qui avaient une invitation dans le statut et modéraient les statuts. Hein, On l'a fait ici sur SlashFR. Il y a une époque, on l'a fait ici. Il y a une époque où on faisait ça, ouais. Mais principalement pour les gens qui étaient tout en haut, en haut affichés. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a toujours été la limite en fait dans la chasse aux sorcières. Donc on a Lozek qui nous dit à mon sens c'est limite abusif comme modération. Aucun besoin de brider les membres à ce point, excepté si le tag est inapproprié. C'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de limite entre je ne peux pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut et je veux garder mon serveur propre. Par exemple sur SlashFR, on renomme n'importe qui a des caractères spéciaux dans son pseudo par la version sans caractères spéciaux. Pour nous, c'est une question de propreté. C'est juste notre choix visuel pour le serveur. Mais on a l'avantage d'avoir un nickname pour ça. C'est vrai qu'on ne peut pas choisir un tag par serveur et le serveur ne peut pas choisir d'enlever les tags. Donc c'est un peu lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas faire, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que Discord a voulu nous permettre de mieux utiliser le Discovery, ou en tout cas de donner un usage au Discovery qui soit différent et qui soit donc organique. Mais c'est vrai qu'ils font ça sans s'être posé une seule fois la question de si c'est ce qui a été souhaité au sein des serveurs, en fait. Quand on y pense un instant, ils ont un peu pondu ça sans trop prendre la température. Qui en fait, et nous on l'a écrit dans l'article, pour ceux qui ont l'occasion de l'avoir déjà lu ou de le lire si c'est pas le cas, dans l'article DFR, on l'écrit, on dit que c'est un véritable tournant pour Discord. Peut-être la première pierre d'une nouvelle fondation, d'une nouvelle façon de consommer Discord. Ça paraît dingue de le dire comme ça, peut-être que les mots paraissent gros pour certains, mais en vérité, c'est fondamentalement très différent de ce qui se faisait avant sur Discord. En fait, ce qui change énormément, c'est que Discord, contrairement à n'importe quel réseau social, c'est vraiment regroupé par communauté et les points d'échange entre les communautés sont hyper restreints. À moins que des communautés drastiquement opposées se fassent de la pub ou fassent des partenariats. En fait, aujourd'hui, sortir de ta niche, sortir de ta zone de confort, du monde que tu connais, c'est très compliqué avec Discord. Et en fait, les tags, c'est une forme de solution à ça. C'est ce qu'on appelle de la croissance organique, enfin une forme de croissance organique, et c'est la première implémentation de quelque chose du genre dans Discord. On le voit sur tous les autres réseaux sociaux, mais Discord et pour le coup, ces tags sont la première occurrence de la croissance organique sur la plateforme. C'est pour ça que c'est aussi important, même si ça paraît complètement dérisoire. Je me fais une expérience de pensée, là, à l'instant, je vous la partage. Comment on réagirait, ici, si 10-15 personnes venaient, donc des nouveaux membres, venaient discuter très régulièrement sur SlashFR ensemble, et tous le même tag, qui serait un serveur équivalent au nôtre. Donc en l'occurrence, là, on est sur un sujet méta. Le tag méta, voilà. Ils auraient le tag méta, et puis ils viendraient discuter tous ensemble à chaque fois sur le serveur, donc tous avec le même tag. On aurait vraiment cette sensation que c'est fait exprès pour faire parler d'eux, tu vois. Et ça l'est potentiellement, et on a déjà vu des gens utiliser ce genre de technique, notamment avec le rôle Chuck Norris chez nous, qui permet d'être monté tout en haut du serveur temporairement. Il y a pas mal de gens qui se sont déjà servis de ça pour
faire la publicité de leur serveur. Mais ça ne changeait pas grand-chose avec le statut. J'ai récupéré le rôle Jack Norris et ça tombe pile poil sur mon créneau horaire pour faire mon live Twitch. Ah mince alors. Oui, Je par suis tout en exemple. haut d'un serveur. Waouh. Draftman qui me dit Hum, autant les statuts et les bios étaient masqués, cachés par la hiérarchie des membres, donc souvent masqués par les fans de la communauté. Oui, c'est vrai qu'en haut d'un serveur, ce sont les fans du serveur qui sont présents. Les tags sont affichés sur chaque message envoyé. Une activité sur un serveur, même d'un nouveau membre, fait une en direct pour la communauté affichée, encore plus visible que les icônes de rôle du serveur lui-même. C'est vrai que le tag prend plus de place que l'icône du rôle membre. C'est vrai. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas la volonté de Discord? Comme le dit le Zek, c'est un échange de bons procédés. Dans tous les cas, c'est pas parce que quelqu'un affiche son tag que quelqu'un va rejoindre le serveur. C'est pas aussi direct qu'une invitation qui est postée en plein milieu des messages. En l'occurrence, c'est vraiment ça permet d'avoir un aperçu de ce qui se trouve sur la communauté. Si encore une fois, je pense que c'est une question de pertinence de la personne, à quel point on rigole bien avec elle, quel est le feeling avec cette personne. Effectivement, si on accroche avec une personne, qu'on a un bon feeling avec elle, on aura plus tendance à rejoindre le serveur de son tag, quoi. Ouais, c'est vrai, Flav dit un truc qui est très intéressant. Avant, dans les statuts, on mettait une invitation, mais on était obligé de rejoindre le serveur pour voir ce que c'était. Alors que là, on peut avoir un aperçu en direct avec le profil du serveur, et les serveurs vont devoir pareil, un peu se battre pour avoir le meilleur profil, le profil le plus attractif. Et il y a plein de petites techniques pour le rendre meilleur, comme les keywords, les jeux utilisés ou les applications avec une certaine bidouille. Donc, ouais, c'est. Personnellement, je trouve que ça nous fait rentrer dans de nouvelles perspectives qui sont hyper intéressantes et qui donnent une autre lecture à la gestion de serveurs. Peut-être une autre difficulté, un autre niveau de difficulté, de nouvelles choses à apprendre. En fait, on est même dans une forme de référencement, en fait. Carrément. En fait, ça rend moins privé les espaces de discussion de chacun des serveurs. En fait, on est moins chez nous, porte fermée, on est tout de suite on est beaucoup plus sur une place publique où chacun a sa petite pancarte. Mais ça devient banal, effectivement. Ouais. On se souvient tous du début de la réouverture des tags, où il y avait très peu de serveurs, il me semble une vingtaine de serveurs qui avaient des tags, et qu'on grossit très 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 rapidement, même de manière complètement déraisonnable. On se souvient de serveurs qui avaient 1000 membres et qui se sont retrouvés avec 200 000 membres parce qu'ils avaient des tags et que c'était les seuls ça faisait partie des seuls à pouvoir les donner. Ils sont devenus complètement dépassés par la modération, et je me souviens avoir vu passer le fondateur d'un de ces serveurs qui était allé appeler à l'aide sur Discord admin à cause de ça. Ça n'avait aucun sens, quoi. Et ouais, on pense tous que c'était une mauvaise chose parce que ça a fait grossir énormément des serveurs pour des gens qui venaient pas pour le sujet du serveur. C'est un problème que nous on expérimente beaucoup avec SlashFR, notamment avec notre problème d'invitation que pas mal connaissent. Aujourd'hui, quand on tape discord.gg / n'importe quoi derrière qui n'est pas une vanity sur Google en France, il y a SlashFR qui tombe en premier. Et donc ça fait qu'on est le hub de toutes les personnes qui se sont perdues de TikTok, de je sais pas où. Et donc en fait, on a beaucoup de membres qui savent pas ce qu'ils font là. Et en réalité, même si on peut se dire que c'est bien d'avoir plein de nouveaux membres et qu'on est content de les avoir, bah, des membres qui savent pas ce qu'ils font là, c'est une plaie en fait. Parce qu'ils vont pas être engagés. Ils sont pas accrochés au sujet de discussion. En plus de ça, ils sont peut-être. En fait, ils sont à milieu de ce qu'est vraiment la communauté. Donc en fait, c'est des gens qui vont rester là, inactifs, peut-être suivre les annonces, tant mieux, mais qui seront inactifs presque à jamais, quoi. À moins qu'on ait à changer pour eux la manière dont la communauté fonctionne. J'aime bien l'avis de Katouné qui est, je trouve, très équilibré, qui résume bien la situation. De mon point de vue, tant que ce n'est pas écrit rejoins mon serveur avec le lien, je ne vois pas spécialement m'y intéresser. Comme le dit Flav, avec l'habitude, on y porte de moins en moins d'attention. Peut-être que ça pourrait susciter un peu de curiosité, regarder la description du serveur, mais sans plus. Je pense qu'il y a eu un peu, je suis d'accord avec lui, parce qu'il y a eu peut-être un peu un côté nouveauté qui est encore présent aujourd'hui. On explore, on essaie de voir les tags qui existent, pour aussi choisir lequel on va afficher sur notre propre profil. Et du coup, on clique un peu partout.
mais vient peut-être aussi une habitude. Au jour le jour, on passe beaucoup de temps sur Discord, on est avec plein de gens. On va peut-être pas s'amuser à cliquer sur tous les tags et peut-être qu'on finalement on cliquera sur un tag qui nous a tapé dans l'œil, sur le tag d'une personne avec qui on s'entend bien. Ça ne se ressentira plus comme étant des panneaux publicitaires, mais plutôt une appartenance. Euh, Ce sera plus une question d'influence et de visibilité qu'une question de jointure en fait. Ça aura toujours un impact positif pour les serveurs, mais peut-être beaucoup moins que ce qu'on pourrait l'imaginer. Comme les vêtements avec les logos de marque, dit Flav. Oui, c'est ça. Exactement ça. C'est ça. Oui, parce que tatouage, c'est un peu indélébile. Le tatouage était un petit peu. Mais d'un autre côté, on le voit avec le logo des vêtements de marque, hein, plus il y a de gens qui se baladent avec des t-shirts Nike par exemple, plus on a envie d'acheter du Nike. Donc en réalité, ça a un impact, mais en fait ça a un impact que si t'arrives à convertir énormément de gens et de fidéliser énormément de gens. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. Ça offre tellement de lecture, tellement un autre niveau de complexité qui est d'essayer de convertir le plus de monde de ta communauté à mettre ton tag en étant le plus attractif, le meilleur serveur. C'est une compétition qu'on a perdue en fait et qu'on avait à l'époque au début des boosts. Où les boosts venaient d'arriver, bah, tout le monde se battait pour être le serveur qui allait host les boosts de tout le monde, quoi. Et ça a permis à beaucoup de serveurs de se démarquer et d'être productifs. Merci à tous dans le chat parce que là, du coup, vous avez été plusieurs à débattre et ça, je trouve, donné une conversation très constructive. Merci beaucoup pour votre participation. On est, je pense, à mi-chemin là sur notre stage. Donc on va pouvoir entamer notre deuxième sujet. Sujet numéro 2, gestion de volontaires dans un projet lucratif. Donc évidemment, aujourd'hui, on va avoir le cas de Wolfie avec Valent ici présent. Mais ça s'applique et ça se pose dans, je pense, beaucoup d'autres cas. Zalom, si tu veux nous contextualiser un peu le sujet, pourquoi aujourd'hui c'est une question, pourquoi plus de gens s'y intéressent aujourd'hui, alors que ça fait très longtemps que ça n'a jamais trop changé et que les choses étaient normales aux yeux de tous? En fait, c'est très intéressant puisque depuis le début, sur Internet, on a une forme de projet qui n'a jamais changé. Des gens qui se sont rencontrés, se trouvent une idée et puis la font ensemble. Et les projets grossissent de manière communautaire en fait. Des gens viennent se greffer petit à petit avec l'engouement. Et on s'est toujours retrouvé avec des projets majoritairement de bénévoles ou de volontaires. Et puis quand les projets deviennent assez gros, bah, les fondateurs initiaux se retrouvent souvent à se dire bah, maintenant ce serait bien que j'arrête d'investir de l'argent pour payer des serveurs si c'est un serveur Minecraft par exemple, pour payer les giveaways si c'est un serveur Discord par exemple, donc commence à vouloir faire de l'argent, que ce soit pour se professionnaliser ou juste pour pouvoir subvenir aux besoins minimums de leur projet. Et là il se pose une question qui devient très intéressante, c'est qui on rémunère en fait. Évidemment, l'exemple le plus probant et qui nous a donné l'idée de parler de ce sujet, c'est Erisium, puisque récemment, ça fait quelques années maintenant, mais récemment, Erisium a eu un procès avec un de ses helpers qui était volontaire sur Erisium, et donc ce helper en question accusait Erisium, un serveur Minecraft, de travail dissimulé. Donc en fait, un schéma qui fonctionnait depuis des années et des années sur tout Internet, de création de projets, de communautaires avec des volontaires et une partie plus professionnelle, a été remise en question par ce procès, et ça a été un vrai sujet pour beaucoup de monde quand tous ces projets ont vu le sujet Erisium, et beaucoup ont dû se pencher là-dessus, réfléchir à la manière dont ils devaient organiser les choses pour éviter que ça leur arrive. Alors qu'en réalité, c'est des personnes qui se sont toujours engagées en étant conscientes des choses. Aujourd'hui, par exemple, Wolfie fait partie de ces projets. Et je pense que je vais laisser la parole à Valent pour peut-être recontextualiser l'histoire de Wolfie, afin qu'on puisse tous partir du même niveau. Ok, donc pour recontextualiser un peu, donc Wolfie, c'est un jeu de loup-garou en ligne. Le concept est simple, mais a été imaginé du coup en 2017 par les deux créateurs actuels du jeu. Donc on va prendre leur pseudo, Rilwens et Vardiak. Et certains les ont peut-être déjà connus sur
un serveur Minecraft sur lequel ils étaient administrateurs aussi, qui s'appelait Sama Games, qui était quand même pas mal connu à une période. Le jeu a ouvert en bêta en septembre 2018. Petite anecdote, demain c'est l'anniversaire de Wolfie. Oh. Et a eu à peu près 30 000 inscrits en l'espace de 6 mois, ce qui est quand même bien pour une bêta fermée. Et en avril 2019, c'était l'ouverture officielle du jeu, donc plus besoin de clé bêta pour accéder au jeu, juste les gens créaient leur compte, se connectent et pouvaient jouer. Et un an après cette date, Wolfie a eu ses 1 million d'inscrits. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 600 000 inscrits avec environ 20 000 joueurs uniques chaque jour et pour environ 30 rôles différents sur le jeu. Vous allez plus loin que les simples rôles connus qu'on trouve dans le jeu classique Loup-garou? Ou simplement on retrouve tous les rôles qui existent déjà dans les jeux Loup-garou avec les cartes? Enfin, quand je dis «on», c'est surtout, aussi à l'époque, ceux qui étaient, qui géraient ça, décidaient tout ça. Moi, j'étais pas encore, on va dire, à cette échelle-là dans le jeu. C'est au début, forcément, tu es obligé de reprendre les rôles qui existent, le villageois, le loup-garou, c'est logique, tu es obligé de reprendre un peu les rôles de base, mais le but derrière, c'est pas de créer une copie comme tu peux en avoir plein sur internet. C'était aussi de créer un peu nos propres rôles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a différents rôles qui sont un peu, sortis de notre imaginaire comme, par exemple, le chaperon rouge qui est protégé en fait, il peut pas être tué par les loups-garous tant que le chasseur est en vie. Et on a aussi créé, ce qu'on appelle des variantes. Donc par exemple la sorcière qui, dans la logique, a une potion de vie et une potion de mort. On a, créé du coup l'empoisonneuse, et la guérisseuse qui chacune ont respectivement 2 potions de mort et 2 potions de vie. Avec aussi plein d'autres variantes, autant dans le camp des loups-garous que dans le camp des villageois. Ah, trop fun. Ah, Et ça, alors du coup, je me demande à quel point, le retour des utilisateurs a eu un impact ou non sur, ces nouvelles cartes, sur le développement, sur l'évolution, du jeu? On a un feedback, sur lequel les joueurs peuvent, suggérer, leurs idées, que ça soit, des nouveaux rôles, des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, même si on a beaucoup de commentaires qui nous dit qu'on lit pas le feedback et cetera, on se base beaucoup sur les avis des gens pour savoir ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, et à quelle échelle, est-ce que c'est demandé. Et forcément aussi, ça nous aide pour les rôles à savoir quel type de rôle les gens veulent. S'ils veulent plus des rôles, on va dire, basés un peu, fun, où, il y a pas trop de réflexion ou vraiment juste, c'est de l'aléatoire et c'est juste drôle, ou des rôles qui, sont là pour régler certaines problématiques, comme, là, le dernier rôle qu'on a sorti, c'était beaucoup de joueurs qui se plaignaient de que les gens, en fait, dévoilaient leur rôle. Donc il y avait plus de réflexion, vraiment, c'est juste si tu t comment dire? Si tu te faisais voter, tu disais: «Ah, je suis tel rôle» et du coup, tu dévoilé, personne te contredit et en fait, les gens allaient voter quelqu'un d'autre et c'est pas très fun. Donc forcément, on a sorti un rôle qui, permet de tuer quelqu'un si jamais on arrive à deviner son rôle. Donc forcément, les gens qui dévoilent leur rôle, vont Mmh. mourir l'année d'après et ça règle cette problématique-là. Donc oui, on s'en sert quand même on utilise Pour beaucoup les équilibrer, rôles ouais. des joueurs, là-dessus, c'est ça. Du coup, tu parlais un peu de l'histoire, de comment ça a débuté et je me pose forcément la question de à quelle échéance il a été nécessaire, hem, de proposer à des gens de rejoindre en tant que volontaires, parce que j'imagine qu'il y a plein de sujets, plein de choses à gérer, du support, de la modération. Est-ce que dès le début du projet, finalement, des gens de la communauté sont portés volontaires? Comment ça a débuté? Au début, c'était surtout, on va dire, comment dire? Un peu du bouche à oreille, donc c'était, Mmh. des connaissances de connaissances qui étaient, on va dire, modérateurs ou autres. Hem Mais avec le temps, forcément, la communauté s'est agrandie, donc on a pu aussi, commencer à piocher des gens directement dans la communauté qui étaient motivés et qui voulaient se donner pour le projet. Avant même que ça soit un projet, du coup, lucratif, finalement? C'est ça. Le projet a été techniquement lucratif, à ses débuts puisqu'il était pensé comme ça, mais oui, dès le début, l'aspect volontaire était déjà présent. OK, ouais, c'est quelque chose qui a pris naissance dès le début. Quel rôle,
vous attribuez aux volontaires? Qu'est-ce que vous permettez, de faire aux volontaires? J'imagine que tous les postes ne peuvent pas être, maintenus par des volontaires? Bah, dans l'équipe actuellement, on a 20 volontaires, qui s'occupent majoritairement de la modération, donc de la modération de notre Discord et de la modération du jeu. Et à côté de ça, on a d'autres rôles, on va dire, un peu plus uniques, pour tout ce qui est, bah, du coup, communication sur les réseaux, la mise à jour, on va dire, de notre centre d'aide. Donc c'est un peu le site sur lequel on a des articles pour, comment jouer tel rôle, que faire, en cas de problème en jeu et cetera. Enfin, avec vraiment des tutos sur, comment jouer un rôle, comment, rejoindre une partie, comment ajouter un ami et cetera. Et aussi pour des illustrations, plus on va dire axées, bah, pareil sur le centre d'aide ou pour des activités, sur notre, Discord. OK. Et Et c'est vrai que ça quand on y pense, ça fait sens parce que ça veut dire que, OK, ils sont volontaires, mais du coup, ça veut dire que ce sont les gens qui jouent le plus au jeu, qui sont les plus engagés, qui se retrouvent à produire ce contenu qui est utile aux nouveaux joueurs et donc peut-être le contenu qu'ils auraient aimé avoir, eux, quand ils étaient nouveaux. En fait, c'est je trouve qu'il y a une boucle, un cercle vertueux. partiellement, les gens qui sont dans l'équipe actuellement, c'est pas forcément des gens qui étaient, on va dire, hyper investis dans le jeu, pas de manière, négative, mais dans le sens où on peut recruter quelqu'un, qui passe, je sais pas 2, 3, 4 heures par jour sur le jeu et qui va vraiment, heu, jouer le plus possible parce qu'il adore le jeu. Tout comme on peut recruter un joueur un peu plus occasionnel, mais qui comprend quand même, les problématiques et qui arrive en fait à apprendre aussi au même titre que quelqu'un qui passe 4 heures sur le jeu chaque jour. OK, hyper intéressant. Vous ne limitez pas à l'engagement de quelqu'un au sein de la communauté, ou au sein du jeu, mais vraiment, la porte elle reste ouverte à toute, compétence, en fait. C'est vachement bien. Ça, je pense, c'est un vrai sujet, je pense que tout le monde ne le voit pas de la même manière. Nous, pour longtemps, par exemple, ici, on recrutait que des gens qui étaient actifs, en fait, dans le chat. Aujourd'hui, ça a un peu changé. C'est une vraie question, ce sera peut-être l'occasion d'un autre sondage, de savoir à quel point, en fait, sur les projets, avec des volontaires, à quel point les gens sont recrutés, par confiance, par compétence ou par engagement. Tu nous as donné un peu les missions, que les volontaires pouvaient traiter. Comment, vous arrivez en fait à différencier au sein de vos équipes ce qui doit relever d'un travail, volontaire par des volontaires et ce qui doit par contre être géré par l'équipe, salariée? Comment vous faites la différence? Est-ce que ça peut se chevaucher ou est-ce qu'il y a une vraie barrière entre les 2, une vraie ligne rouge? Bah, les volontaires, c'est vraiment tout ce qu'un joueur pourrait gérer, donc vraiment l'équipe volontaire, faut la voir comme des joueurs à qui on donne des accès en plus, mais ça reste des membres du jeu au même titre que n'importe quel autre joueur. Hem, donc forcément, on donne pas d'accès à des données privées, à tout ce qui va être lié à des paiements ou autre, mais tout ce qui bah, comme dit, tout ce qu'un joueur pourrait gérer, donc c'est-à-dire de la modération. Heu, il a les informations de la partie, il sanctionne, ou non en cas de besoin. Mais c'est vraiment juste, tout ce qui va être, on va dire, la partie émergée de l'iceberg et la partie salariée, c'est tout ce qui va toucher directement au jeu, à son image et forcément aussi à l'économie du jeu. Donc tout ce qui va être, les créations de skins, le développement du jeu, et même par exemple le développement de notre bot Discord, les remboursements et cetera. Tout ça, c'est vraiment axé sur l'équipe, on va dire, product comme on l'appelle, donc qui travaille sur le produit. OK, ouais, ça fait sens. Tu disais tout à l'heure donc que les volontaires sont pas nécessairement des gens gros joueurs ou des gens très engagés dans la communauté. Qu'est-ce qui, selon toi, parmi tous les gens que vous avez dans vos équipes, qu'est-ce qui leur donne, l'envie, de donner du temps perso, au projet? Forcément, on recrute des vraiment notre équipe, c'est composé de joueurs, après c'est des joueurs plus ou moins actifs, plus ou moins présents avec, différentes disponibilités, mais quelqu'un qui va jouer 4 heures par jour ou, 4 heures par semaine reste joueur au même titre et OK. forcément, c'est des gens qui aiment le jeu, et qui ont envie, bah, logique, que le jeu, continue d'avancer et veulent aussi forcément que Wolfie reste un espace sain, parce qu'on a malheureusement beaucoup de toxicité, beaucoup de problèmes là-dessus et bah, le fait de recruter des volontaires pour modérer règle en partie ce souci. Parfois, ça peut arriver aussi, c'est des personnes qui cherchent, bah, à développer leurs compétences dans de la Mmh. communication, dans de la gestion,
ou même juste pour du perso, ça peut toujours être intéressant de faire partie d'un projet volontaire. Tu gagnes toujours quelque chose en perso, tu toujours, en fait. Ça peut développer le CV, en fait, quelque part. Je pense que ça fait bien sur le CV de pouvoir le mentionner. Mmh, c'est ça. Ouais, carrément. Et est-ce qu'il y a des difficultés avec, pe je sais pas, par exemple, quelqu'un qui, donc un volontaire qui est très pertinent pour l'équipe, qui est très engagé, puis qui a des vraies bonnes compétences, tu vois? Il est vraiment un pilier. Comment vous arrivez à maintenir leur engagement sur le long terme? Est-ce que des fois il finit pas par y avoir une lassitude? Tu vois, les gens, moi ce que j'ai pu voir, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens qui se portent volontaires pour tout un tas de projets, tout un tas de communautés, bah, ils ont tous beaucoup ont ce problème, où ils ont besoin de nouveautés, tu vois? Où ils vont vouloir changer de projet régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites face? Ou est-ce que finalement les gens restent engagés? Et s'ils restent engagés, est-ce que vous avez mis en place des choses pour qu'ils puissent rester engagés? Qu'ils ne se lassent pas en Mmh. fait, à force? Là-dessus, on a deux solutions. D'une part, l'aspect social de l'équipe, c'est quelque chose qu'on essaye de développer au plus, donc via des activités, du team building ou autre. Donc vraiment dans le but de faire en sorte que l'équipe volontaire, on va dire, soit plus comme un groupe d'amis, à des échelles différentes. Parce que comme dans tout groupe d'amis, certains vont mieux s'entendre, d'autres vont moins bien s'entendre, c'est logique. Mais on essaye de faire en sorte que la modération, enfin du moins la demande de présence en tant que volontaire pour la modération soit au même titre que l'aspect social parce que les 2 sont importants. Si jamais, d'un point de vue social, personne ne discute, personne ne se connaît ou même que c'est carrément négatif avec, des dramas et cetera, forcément il y a un impact derrière sur la modération et forcément, si personne est présent côté modération, le social pareil, les gens sont pas présents donc c'est pour ça qu'on essaye de maintenir un peu les 2 là-dessus Il y a vraiment et cette envie de garder quelque chose d'humain en fait. mmh et à côté de ça, on a aussi, on va dire, une sorte de roulement dans notre équipe, au niveau des rôles. Donc on peut recruter quelqu'un, qui va être, animateur, et puis, passer un moment, on voit peut-être un intérêt plus pour la modération. On peut lui proposer, s'il souhaite, de devenir modérateur en jeu ou Discord, et même pour les modérateurs, on va dire, on va prendre le cas d'un modérateur jeu, peut très bien modérer le serveur Discord, peut traiter les signalements, du coup du jeu, mais on a aussi une autre, «fonction» entre guillemets, qui est un peu plus cachée, mais qui est notre support. Donc c'est là où on va centraliser toutes nos discussions et toutes les problématiques avec les joueurs. Donc c'est là où les joueurs vont venir nous demander, pour des remboursements, pour des pourquoi est-ce qu'ils ont été bannis et cetera. On va répondre tout ça là-dessus. Forcément, c'est des modérateurs derrière qui s'en occupent, qui sont anonymisés derrière des rôles et ça permet du coup de si jamais tu te lasses de la modération, tu peux faire du support. Si tu te lasses du support, tu peux faire de l'animation. Tu as toujours moyen de trouver quelque chose de nouveau ou d'intéressant dans l'équipe. Ouais, bien joué. Ça veut dire qu'il y a un aspect humain, presque famille, où donc dans tous les cas, on passe un bon moment ensemble et l'aspect on s'attarde sur, éviter que les gens tournent en rond et se lassent, à faire une tâche répétitive. Ouais, c'est très humain en fait, oui. Sur des questions, des enjeux, on va dire, plus éthiques, hem, est-ce que, on l'a vu dans certains projets, est-ce que, chez vous, ça a été une question? Est-ce qu'il y a un besoin de justifier, le recours à des volontaires malgré que ça soit un projet lucratif? Est-ce que ce sont des questions qui reviennent, dans les différents canaux de discussion que vous avez? Au niveau de la reconnaissance ou des avantages, on va dire, qu'on peut donner à l'équipe? Avant même de savoir, comment, les gens sont récompensés, est-ce qu'en fait, juste des gens, vous demandent de la justification, en fait? Est-ce que ce sont des questions qui reviennent? Tu vois, d'un point de vue extérieur, est-ce que finalement les gens se posent la question ou est-ce que pour eux c'est normal? On le disait au début, pendant des années, personne ne se posait la question. Encore aujourd'hui, je pense qu'on interroge très peu, par exemple, la pertinence de payer ou non des modérateurs YouTube pour des très grands youtubeurs qui font pourtant des gros chiffres d'affaires. Là, tu vois, je me demande, est-ce que vous, on va dire jeux vidéo, applications, est-ce que des gens viennent poser ce genre de questions? Est-ce que ce sont véritablement des sujets qui émergent? Ou est-ce que finalement, très peu de gens, se posent ces questions-là? OK, oui, je comprends mieux. S ça arrive, souvent, c'est des joueurs qui comprennent pas notre fonctionnement et qui, juste se questionnent sur comment on fonctionne.
Est-ce qu'on a une équipe de 20 salariés? Comment on fait? Et cetera. Souvent, c'est des gens, bah, on leur explique notre situation, on leur explique, bah, comment ça se passe et comment on s'organise et bah, une fois fait, tout est compris de leur côté et là-dessus, il y a pas de suite. Mais parfois, il y a des c'est vraiment une minorité, mais il y a certains, on va dire, plus dans l'optique de trolls, qui nous tentent de nous mener un peu à mal sur le sujet. Sachant que notre gestion et notre organisation, et ça a été un peu mon rôle aussi, c'est, bah, aujourd'hui totalement légal, et en plus, on a eu du coup la jurisprudence avec le cas d'Elysium. Donc c'est quelque chose où pareil, c'est juste que ça prend un peu de temps, parce qu'il faut quand même répondre correctement à la personne. Après quand on voit que c'est pour vraiment dans l'optique de troll ou d'essayer de creuser un sujet où il y a pas vraiment de discussion, bah, juste on skip, enfin on a donné notre réponse, pas la peine Ouais. Mmh. d'aller plus loin. On a l'habitude de dire, quand on détecte de la mauvaise foi, c'est plus la peine de perdre du temps. OK, oui, donc finalement, aujourd'hui, il y a quand même, les arguments, comme tu disais, la jurisprudence qui permettent de répondre, aux questions des gens. Ouais, donc ça aura aidé un peu tout le monde, en fait, le cas Elysium. Et puis, même sans la jurisprudence, on a le cas de Waze aujourd'hui qui pose pas de problème et qui a fait un système communautaire à point qui est vraiment très adapté et très ingénieux. Donc Waze, pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, application, GPS, qui permet, d'obtenir, on va dire, les meilleurs raccourcis possibles sur la route et où les gens qui l'utilisent contribuent à signaler les dangers sur la route, les bouchons et cetera. En utilisant l'application, on lui donne de la donnée et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et donc quelque part, en utilisant l'application, on est employé de l'application. Parce que, sans ses utilisateurs, sans le partage de ces données, bah, l'application elle a aucun intérêt, vis-à-vis d'un Maps ou d'un plan, quoi. Là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont leur application, enfin leur société se charge de faire la jonction entre tout ça. En fait, techniquement, Waze est un réseau social plus qu'autre chose, et donc ils ont complètement déchargé à la communauté le fait de gérer la map en fait. Et c'est là où ils ont été très ingénieux, c'est qu'ils ont réussi à poser des limites qui sont hyper claires et tellement intuitives qu'on peut rien leur reprocher, quoi. C'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir parce que depuis ça a été racheté par Google, il y a déjà un petit bout de temps et on sait par les, conditions d'utilisation que la data, récoltée et calculée dans Waze est exploitée dans Google Maps. Donc en fait, quand la data est suffisamment mûre et à un niveau de vigilance suffisamment élevé, ça remonte dans Google Maps et donc c'est-à-dire Google Maps, là pour le coup, c'est pas le même produit, quoi. Donc les mecs se permettent quand même ce genre de choses. Donc oui, il y a tout ça pour dire qu'il y a bien des cadres légaux, possibles, pour faire ce genre de choses. Très bien. Sur l'avenir et l'évolution du modèle en tant que tel, Wolfie, tu l'as rappelé tout à l'heure avec les chiffres, a quand même une belle croissance. A priori, c'est pas prêt de s'arrêter. On a vu, là, les loups-garous ont un peu eu, le vent en poupe parce que voilà, il y a eu des séries, il y a eu des vidéos sur YouTube, donc plusieurs influenceurs qui ont relancé un peu le sujet. Donc j'imagine que vous avez dû, je te pose la question en vérité, j'imagine que vous avez dû, observer, une recrudescence de nouveaux joueurs, j'imagine? Ouais, quand même quelques joueurs qu'on a pu, bah, voir venir sur le jeu après, je crois, le film ou la série de Canal+. Mais sinon, c'est quand même assez léger vu que les gens, c'est surtout lié au jeu, bah, que beaucoup ont chez eux, en fait. Donc Wolfie est impacté, mais de manière très légère là-dessus. OK. Ouais, les gens ont quand même cette volonté de jouer en présentiel avec les cartes, quoi. C'est, le jeu en ligne, permet à des gens, à distance de jouer, mais j'imagine que oui, ça a surtout dû avoir beaucoup de ventes du jeu en lui-même. Je parle du jeu de cartes. Heu, quand Wolfie, a une bonne croissance, est-ce que vous, du coup, vous envisagez de transformer, certains volontaires en salariés, d'embaucher plus? Et quand vous envisagez d'embaucher, est-ce que c'est aux volontaires que vous proposez en premier ou en externe? Comment ça se passe? Bah, actuellement, pour le contexte, il y a personne à temps plein sur le projet. Par exemple, l'équipe de dev, c'est vraiment que sur le temps perso, pareil de mon côté. Donc s'il y a du salariat en priorité, forcément, ça sera l'équipe, product, et peut-être sur le long terme, des postes volontaires, principalement plus sur le support, donc toute la on va dire toute la relation client.
et peut-être si jamais on a besoin, oui, la modération un jour, mais après c'est pareil, c'est beaucoup de coûts, donc à voir est-ce que c'est envisageable et est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup? Est-ce que ce serait durable dans le temps finalement? Parce que c'est sûr qu'embaucher quelqu'un, qui plus est en CDI, c'est un certain engagement. Il faut être sûr de là où on met les pieds. Bah, tu as répondu à la question finalement, mais est-ce que ce modèle volontaire plus salarié d'un côté, sur un projet, type Wolfie, est-ce que, ça sera durable, au long terme? Est-ce que ça permet justement de grossir à son rythme? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose au bout d'un moment, ça devra s'arrêter? Mmh, bah, c'est pas quelque chose qui est durable, on va dire, sur du long terme. Petit aparté, le volontariat a quand même ses avantages, de mettre en avant des membres de notre communauté, de leur montrer aussi un peu par la même occasion les backstage du projet. C'est toujours quelque chose de bon. Après derrière, c'est il y a beaucoup de limites, tant sur l'activité, que sur la confidentialité. Donc à notre échelle actuelle, c'est viable, mais vraiment sur, peut-être quand le projet aura encore plus grossi, c'est quelque chose où vraiment on commence déjà à avoir un plafond de verre et rendu à un moment où oui, on va vraiment le toucher, on pourra juste plus aller au-delà de ça. OK, très clair. Très, très clair et très intéressant. Et du coup, par cette expérience, est-ce que tu as des conseils, des choses que vous avez vécues, peut-être des erreurs que vous avez commises? Est-ce que tu aurais des conseils pour d'autres projets qui souhaiteraient, avoir le même schéma, tu vois? Et se disent: «Bah, voilà, nous, vu comment on commence, on va pas pouvoir tout faire, de façon, avec un système salarial». Quel est le risque de prendre ou non des volontaires? Que beaucoup de gens peuvent se poser ce genre de questions pour des nouveaux projets qui débutent. Est-ce que l'expérience de Wolfie te permet de donner des conseils? Est-ce que tu as des idées, des choses? Ouais, il y a quand même quelques tips, on va dire, pour rester droit, avec une équipe de volontaires sur un projet, on va dire, lucratif. Déjà, c'est tout bête, mais dès le début de dire clairement ce qu'on attend, en fait, des volontaires, pour pas créer déjà d'une, pour pas créer de fausses attentes, mais aussi pour éviter les mauvaises surprises. Parce que derrière, c'est quelque chose qui peut être frustrant et qui peut, potentiellement aussi se retourner, pardon, contre le projet. Aussi, c'est tout bête, mais la reconnaissance, de remercier, de mettre en avant et de donner, si possible, des avantages liés au projet. Nous, sur Wolfie, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait aussi, de mettre en avant, du coup, nos membres de l'équipe volontaire, avec, différents accès. Donc déjà, l'avantage avec les grades, payants de base sur le jeu, bah, ils les ont. Même s'ils ne l'avaient pas, ils les ont gratuitement, et ils les garderont aussi après. Différents accès aussi, le fait d'avoir, on va dire, une relation privilégiée aussi avec le jeu. Parce que forcément, c'est des joueurs et ils ont aussi, comment dire, un peu tous les feedbacks de la communauté. Et c'est intéressant d'avoir aussi leurs avis dessus. S'assurer aussi que la participation reste volontaire. Donc pas d'obligation, pas de contraintes, pas de stats à respecter, pas de temps, enfin d'heures comptées à passer, chaque semaine ou chaque mois sur le projet. Chacun peut avoir ses contraintes, et la possibilité aussi de se retirer à tout moment. C'est quelque chose qui est quand même très important. Sur, l'évolution, c'est quelque chose qu'on a fait presque dès le début, mais qui a eu beaucoup d'évolution de notre côté. C'est de former les gens, donc d'avoir de la docu claire sur qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment fonctionne le jeu, comment fonctionne l'entreprise, notre éthique, les différents, on va dire un peu, les différentes règles à respecter en plus de celles du jeu. Nous, de notre côté, c'est aussi, toutes les règles internes à respecter, et de la docu aussi pour, aider les gens parfois, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, de s'améliorer, de se former. C'est toujours intéressant aussi pour eux, du moins à titre perso et parfois même sur un plan plus professionnel. Et forcément, rester à l'écoute, être là quand il y a un problème, quand ça va pas. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, de l'énergie aussi, mais qui est très important parce que si quelqu'un ne va pas dans l'équipe, ça peut, on va dire, un peu se propager sur tout le monde, ça peut créer un mauvais climat et derrière, en fait, ça peut juste être, je sais pas si c'est un bon terme, mais un peu destructeur, parce que Mmh. ça peut, motiver tout le monde et ça peut vraiment avoir un impact très, très négatif. Ouais, je vois très bien.
Merci énormément, je que ça aidera beaucoup de gens. Tu vois, là, le sondage qu'on a mis tout à l'heure, 86 de l'audience, a déjà ou participe actuellement à un projet, en étant volontaire. Donc, bon, au sein de notre communauté, c'est que très peu étonnant. Mais je pense que du coup, je l'espère, ça a ouvert des portes dans la tête de beaucoup de gens ici. Je ne sais pas à quel point, des gens ici ont lancé des projets par eux-mêmes ou souhaitent le faire, avec des volontaires, mais, je pense là, pour le coup, ton expérience, a apporté énormément. Merci beaucoup pour ça. Bah, écoutez, Je vois Draftman qui écrit merci pour un l'invitation. ah mais c'est un Ah, grand plaisir et peut-être même qu'on aura l'occasion de te réinviter sur d'autres sujets, si ça t'a plu et que tu es d'accord. Bah, pourquoi pas? Draftman qui nous pose une question dans le chat et d'ailleurs ces questions n'hésitez pas, on arrive sur la fin du stage. Donc si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas maintenant. Draftman qui dit: «Comment vous faites la différence entre les directives, règles, destinées aux volontaires et un potentiel lien de subordination, avec ces derniers, j'imagine?» Ça, c'est quelque chose où, d'un point de vue, légal, une entreprise n'a pas le droit d'avoir un lien de subordination avec avec des volontaires, on va dire. Malheureusement, sur Wolfie, on a quand même l'obligation de l'avoir. En fait, c'est quelque chose qui est pas du coup, ça sort un peu du cadre légal. C'était un peu une zone grise et ça rejoint aussi, ce que Elysium a eu récemment comme problème et qui nous a éclairci sur beaucoup de sujets, parce que ce qui en est ressorti, en fait, est hyper intéressant. Forcément, on a, comment dire? Un lien de subordination par rapport aux accès qu'on va donner et qu'on va retirer, mais ça, c'est, logique pour le bien du jeu. Tu peux pas laisser des permissions à quelqu'un qui va nuire à l'image de ton jeu, qui va nuire aussi à sa communauté. Après pour le comment dire? La gestion de l'équipe, pareil, parfois il faut prendre des décisions. C'est quelque chose qui, peut être lié à la subordination, mais il y a jamais de réelle subordination en, comment dire? Des sortes de menaces, on va dire, de demandes d'activité ou autre. Si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas, il y a pas de problème, on en discute. C'est toujours, la communication qui prime. Après forcément si, le comment dire? Le grade sur la personne n'est plus justifié, ben, on lui retire les accès, Mmh. mais derrière c'est aussi pour ça qu'on limite les comment dire? Qu'on différencie l'équipe product et l'équipe volontaire. Moi, je suis un peu le lien entre les 2 parce que, c'est quand même nécessaire que Wolfie, on va dire, ait un contrôle sur, qui peut bannir, en fait. Parce que derrière, on peut très bien recruter quelqu'un qui va bannir, tous les gens qui vont payer un abonnement sur le jeu, et forcément, nous, de notre côté, ça peut avoir des retombées négatives, mais voilà, je sais pas si ça répond pleinement à la question, Draftman va nous le dire, mais oui, je pense. Ouais, très intéressant. Ça permet de conserver un équilibre, mais évidemment, il faut rester pragmatique. Quelqu'un qui est dans une équipe en tant que volontaire, mais qui n'est plus disponible, qui n'a plus de temps à accorder. Mmh. Je pense que oui, la communication prime et simplement, un simple au revoir en bonne et due forme et ça se justifie dans les 2 sens. Heu, Rarement vu À quelqu'un qui ne comprenait pas ça. à noter aussi, je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est que l'équipe, enfin, du moins notre équipe de modération, même l'équipe volontaire de manière générale, est quand même très autonome. C'est-à-dire que je peux ne pas être présent pendant, 2 semaines et l'équipe s'autogère, il y a pas de souci. Moi, je suis juste là, on va dire, pour gérer tout ce qui a besoin d'être géré, et de prendre un peu, on va dire, un peu sur les épaules tout ce qui va être, énergivore et tout ce qui peut demander beaucoup de temps. Mais derrière, sur le papier, on pourrait avoir une équipe de modération totalement autonome. Il y aurait pas de souci là-dessus parce qu'on a, on va dire, plein de systèmes à l'interne qui font que, quand il y a des décisions à prendre, sauf si c'est nécessaire, on va dire, pour l'entreprise, mais ça se fait, on va dire, au vote, un peu comme une assemblée générale. S'il y a besoin de changer des règles, on voit avec l'équipe. Si on doit changer un système dans la modération ou si quelqu'un a une suggestion, on en discute. En fait, c'est vraiment juste on met en commun tout ce qu'on a, et c'est pour ça qu'il y a pas de sur le papier là-dessus, il y a pas vraiment de subordination parce que l'équipe est pleinement autonome sur ça. Et donc du coup c'est très intéressant puisque on en revient à un schéma qu'on retrouve très très souvent sur Discord et sur les communautés en général. En fait on est sur un équilibre qu'aurait un YouTuber avec son équipe, avec le CM qui lui est payé, qui fait le lien entre le YouTuber et son équipe de modération. En général c'est le schéma le plus répandu en fait. Donc
même ici, on retrouve ce schéma. Et c'est hyper En fait, intéressant de voir que ça se répète. c'est ça, il y a souvent une forme d'horizontalité qui prend forme. Et du coup, on est très loin du côté, effectivement, lien de subordination, comme demandait Draftman, qui est beaucoup plus vertical, de beaucoup plus humain, de presque familial, je pense, dans certaines équipes. En fait, c'est des belles expériences, je pense. J'aurais jamais eu l'occasion, c'est des belles expériences. Et puis, tu le disais très bien tout à l'heure, Valence, c'est que il y a toujours quelque chose à y récupérer, une expérience humaine, certes, mais même après quelque chose de peut-être plus pragmatique, une expérience à pouvoir afficher sur un CV qui peut avoir des répercussions plus tard. Nous, beaucoup de gens ont été passés ici et ont eu une expérience, ont mis sur leur CV et aujourd'hui sont employés ailleurs. On a eu des cas similaires aussi d'anciens modérateurs volontaires qui ont eu un job dans de la modération ou gestion de communauté, mais du coup dans des grosses entreprises là-dessus. Et ouais. Je pense, c'est souvent pour un recruteur, c'est presque aussi bien qu'une formation, voire mieux. L'expérience directe, je pense, est toujours meilleure à prendre. Hoffman qui demande comment vous gérez les litiges avec d'anciens membres qui ont des permissions. Quelqu'un qui doit être remercié et qui pourrait avoir le temps, par vengeance, de faire des dégâts sur le projet, nous dit Draftman, pour préciser. Hum, Donc quelqu'un qui, dans l'équipe, n'a pas posé problème, mais qui, une fois en dehors de l'équipe, décide de mettre à mal le projet. Oui, c'est bien ça dont il parle. Ok. Ben ça, c'est très souvent, c'est encore une fois de la communication. Donc on va juste privilégier la communication avec la personne, savoir peut-être pourquoi, qu'est-ce qui a mené à ça, et derrière aussi, c'est triste, mais dans le but de se protéger, si ça a un impact négatif sur l'équipe ou le jeu, on peut aller jusqu'à un bannissement du jeu et de notre plateforme. Et si jamais, par contre, ça va jusqu'à du harcèlement ou des comportements qui peuvent être sanctionnés par la justice, on peut se permettre d'aller en perso au-devant de la justice pour déposer plainte si jamais il y a besoin. Après, il y a certains cas, on va dire, qui sont plus de la toxicité que envie de mettre à mal le projet. Et dans ces cas-là, on peut pas faire grand-chose parce que, comme dit juste avant, l'aspect volontaire nous limite vachement dans la confidentialité, par exemple. Donc en fait, on voit que le modèle de volontaire, en fait, il impose quand même énormément de limites pour être respecté. Et c'est, je pense, en partie ça qui fait que au très long terme, ça devient de moins en moins viable, plus le projet devient immense, quoi. Mhm. Est-ce que tu te retrouves pas à force des choses à devoir traiter des missions qui vont demander un certain nombre d'accès à soit des informations, soit du code ou je sais pas donc là forcément donner ce genre de position à volontaire. Mm. Mais après, là-dessus, les volontaires n'ont aucune donnée privée, enfin, du moins sur tout ce qui est lié au jeu direct. Donc, en gros, on a le jeu, il y a aucune info, ils ont accès à aucune info privée, il y a quasiment rien qui change là-dessus. Et Hmm. on a du coup ce qu'on appelle, nous, c'est une sorte de panel de modération, c'est un site externe qu'on utilise, qu'on a développé pour gérer tous les signalements, etc. Et pareil, là-dessus, on a différents accès, par exemple. La personne, donc Kevin, qui va s'occuper des remboursements, etc., peut avoir accès à certaines infos directement dessus, mais ces informations, par exemple, ne sont pas disponibles pour les personnes qui sont volontaires. Là-dessus, on fait en sorte quand même d'être droit dans nos bottes et de respecter aussi le RGPD. Parce que Oui. forcément, si par exemple, là aujourd'hui, on laissait à l'équipe volontaire l'accès aux adresses mail de nos joueurs, peut-être aux paiements, tout ça, c'est quelque chose qui serait très grave en termes de respect de la vie privée et ce serait juste pas possible en fait, je pense qu'on. Et Dorian dans le chat demande, au-delà du coup des informations qui sont privées, couvertes par les RGPD, au sein des discussions, on l'imagine, il peut y avoir des sujets stratégiques ou que sais-je. Est-ce que vous faites signer des chartes de confidentialité aux volontaires au moment de les recruter? Alors ça, c'est quelque chose qui avait déjà été pour projet de mon côté, sauf qu'en creusant et en regardant plus l'aspect légal, faire signer une NDA, enfin une charte de confidentialité, c'est quelque chose qui rattache directement la personne à l'entreprise. Donc forcément, l'aspect volontaire s'envole un peu et ça peut devenir du travail déguisé.
et c'est quelque chose qui est là-dessus pas du tout, pas réglo. Je sais qu'il y a beaucoup de sites, beaucoup de jeux, beaucoup de projets qui le font, mais nous, c'est quelque chose qu'on veut pas, parce que c'est extrêmement risqué, de jouer sur ce terrain. Ok, ça, Bah, ça Discord le fait le. notamment. Ouais, mais après, ils sont aux US. Ouais, mais ouais, c'est ça. Discord n'est pas en France, nous, on est basé en France, donc pareil, on Mhm. doit se plier aux lois françaises. Hyper intéressant. Bah, c'est ça, c'est une sorte de contrat, on va dire, entre un particulier et l'entreprise. Ouais. Parfois, ça peut être nécessaire si, bah, tiens, tu veux, je sais pas, si tu fais une projection de film et que tu veux pas que ça leak, tu peux faire une NDA, il y a pas de souci. Mais comment dire, nous, dans notre cas, c'est quelque chose qui est, bah, ça serait vu, en fait, comme du travail déguisé, alors que ça l'est pas. C'est juste que ça pourrait se retourner très clairement contre nous. Ok, hyper intéressant. Merci pour la question, Dorian. Il demande du coup comment vous le gérez. Si je comprends bien, il y a peu de sujets confidentiels échangés en fait directement avec les volontaires. Et donc j'imagine que ça se limite à des sujets stratégiques. Et là, bah, c'est une question de confiance en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme dans un groupe d'amis. Hmm. On essaye de faire confiance aux gens. C'est déjà arrivé que certains nous mettent un peu, nous la mettent à l'envers. Mais c'est quelque chose où là-dessus, on fait attention quand même aux personnes qu'on recrute. Parfois, on peut se tromper. Mais dans l'idée, en fait, si jamais il doit y avoir un leak, tout ce qui est lié à la modération, par exemple notre panel, notre tableau des sanctions, ou même les formations qu'on a, c'est quelque chose où là-dessus, j'ai toujours été un peu, comment dire, un peu osef si ça leak. Parce qu'en fait, si ça vient à leaker, ça va juste montrer qu'on est quand même droit dans nos bottes et que derrière, on sanctionne pas en faisant rouler un dé. Et si ça tombe sur 6, il prend la sanction maximale. Chaque sanction est justifiée, chaque durée est justifiée. euh, tout est encadré et au moins ça permettrait peut-être à certaines personnes de comprendre qu'on est quand même très, très pro dans notre système. En fait, aucune Donc en fait, information interne auquel les volontaires auraient accès pourrait porter directement préjudice. Plutôt équilibré, très équilibré même. oui, en fait, au final, c'est un peu. Bah, si ça leak, c'est pas grave. Et puis, même au pire, s'il y a quelqu'un qui fait leak, et bah, on le fait leak nous-mêmes 2 fois plus fort, comme ça, personne ne Avec verra, tout le quoi. détail. Bah ouais, Non, quand même c'est. pas. Quand même pas. C'est pas quelque chose qu'on. Si jamais il y a un document qui a leak, ce qui a déjà pu arriver par le passé, on va juste en fait. C'est déjà arrivé que des gens nous disent oui, d'après votre tableau des sanctions, je suis pas censé recevoir cette sanction. Mais en Ah fait, ouais. juste en répondant à cette personne, oui, mais en fait, si tu avais bien lu le tableau des sanctions, tu aurais compris que tu es un cas, on va dire, à part et que tu ne rentres pas dans cette case. Donc c'est quelque chose où derrière, c'est déjà arrivé, on en joue un peu, Hmm. parce qu'on est droit là-dessus et on fait attention à qui on sanctionne, comment, etc. Mais non, non, là-dessus, on va pas aller leaker nous-mêmes nos trucs pour faire encore plus de bruit, c'est pas le but. Et du coup, mais je pense que la normalisation des sanctions est un sujet à part entière qui mériterait une édition dédiée. Parce que c'est une vraie problématique que beaucoup d'équipes. Il y a des serveurs qui choisissent les tableaux de sanctions comme vous, des serveurs qui font plus confiance aux modérateurs et qui vont simplement donner des raisons. Il y a des serveurs qui ont des raisons complètement prédéfinies avec des automatismes, du 3 warn, 1 mute, etc. Donc, ouais, c'est un vrai sujet à part entière. Et du coup, ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Encore merci pour cet échange. Et si ça t'a plu et que l'occasion nous le donne, on aura peut-être l'occasion de te réinviter sur d'autres sujets, parce que toujours un milliard de sujets à aborder au sein de ce type d'organisation. Merci beaucoup. Et c'était avec grand plaisir, c'était super sympa à faire, c'était un bon exercice. Au-delà de ça, c'est un peu cool, on va dire, de pouvoir parler de ça de manière ouverte, parce que c'est des sujets qui sont quand même importants et qui peuvent être utiles aussi, comme dit, à d'autres personnes. Carrément. Merci beaucoup aussi à vous dans l'audience qui était donc présent en direct. Vos questions, vos débats, c'était hyper intéressant. Ça a vraiment pu enrichir un peu l'interview. On allait beaucoup plus loin que ce que nous on avait écrit. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Pour ceux qui nous écouteraient en podcast, et ça me donne l'occasion de vous le rappeler, maintenant vous pouvez nous écouter en podcast sur Spotify et Apple Podcast, également sur YouTube. Si un jour l'envie vous prend et que ce podcast vous plaît, vous pouvez rejoindre le serveur.
discord.gg/fr et être présent pour le prochain /view en direct et vous aussi interagir, peut-être même passer à l'oral, poser vos questions et aussi réécouter maintenant les diffusions complètes du live sur YouTube. On devrait pouvoir poursuivre cela, probablement même peut-être sur d'autres plateformes, on vous en dira plus. N'hésitez pas à nous dire aussi là s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde pour les prochains /view. Je vois que la question est passée. On ne spoilera pas nos prochains /view dès maintenant. Beaucoup de choses arrivent, déjà d'autres invités sont programmés. Et c'est vraiment le début d'une saison là. On est très fiers de ce qu'on est en train de construire. On a plein d'idées, mais on a surtout envie d'aborder les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous le partager ici. Et je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir là-dessus. Merci évidemment à la régie, à Armand qui est derrière, qui chapeaute, qui permet au live d'exister sur YouTube notamment, au jingle et au podcast. Il nous tire le chapeau dans le chat, j'adore. Merci à Anto qui était présent également pour les sondages. Juste après ça, on vous propose, après avoir écouté l'ending, on vous propose de passer dans le feu de camp si jamais vous voulez faire un petit after. Encore merci à vous et à la prochaine. Tout le monde, merci encore.